Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode 124 « Je grandis avec mes peurs ». Alors, cette semaine, Rachel nous dit que 2 minutes mon amour est un jeu qui n'apporte que de la positivité. Alors, j'avoue qu'on adore. Et elle continue en disant « J'aime beaucoup les questions, l'idée du jeu, ça pousse à s'ouvrir, à communiquer, à s'écouter, à se découvrir. Que des points positifs pour ce jeu. Alors, merci Rachel et faites comme elle. Partagez-nous vos expériences et parlez de 2 minutes mon amour autour de vous. » Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je pourrais postuler à ce job, mais je n'ai que 80% des compétences requises. Et puis, il y a beaucoup d'inconnus. J'ai peur, donc je n'y vais pas. À l'idée d'aller à ce dîner où je ne connais que la personne qui nous reçoit, j'ai une boule au ventre. Vais-je faire bonne impression? Que va-t-on penser de moi? J'ai toujours rêvé de faire du football. Et maintenant que j'ai des fils, j'y vois une super opportunité de partager un bon moment ensemble. Mais j'ai peur de me ridiculiser, de ne pas être au niveau. Et puis, que vont dire les autres? Est-ce vraiment possible de rajouter ça à notre organisation familiale? Et là, ça me chicote. De quoi ai-je si peur? Pourquoi est-ce que je laisse mes angoisses guider ma vie? La peur peut-elle être un ami? La peur est une émotion parmi d'autres. Un mouvement qui nous traverse, une réaction chimique à une stimulation extérieure. Elle a souvent mauvaise presse. Il y aurait d'un côté les peureux, les trouillards, les poltrons, et de l'autre les aventuriers, les courageux, les battants. Dans un livre que j'utilise souvent pour expliquer et décrire les émotions fondamentales aux enfants, la peur est noire. Le noir, pour moi, c'est cette couleur qui est la moins attirante de toute la palette immense des couleurs. La peur a cependant une utilité primaire. Elle nous avertit du danger et permet à l'organisme de se mettre en branle pour se protéger devant la menace qui se présente. Peut-être avez-vous vu l'excellent film d'animation des studios Pixar Vice Versa, qui développe le sujet des émotions. Il est adapté aussi bien aux adultes qu'aux enfants d'ailleurs. Parmi les 5 émotions qui habitent le cerveau du personnage principal, il y a un personnage prénommé Peur, dont, je cite, « La tâche principale est de protéger Riley, la petite fille, et de veiller à sa sécurité. » Vigilant, ce personnage est à l'affût des catastrophes potentielles et passe son temps à évaluer les dangers, les pièges et les risques que comporte chacune des activités quotidiennes de Riley. Rares sont les occupations et les événements que Peur ne trouve ni dangereux ni potentiellement fatal. Comme vous venez de l'entendre, la peur est un instinct de survie qui permet notamment aux animaux d'éviter les dangers. Nous vous avons décrit les mécanismes biologiques qui se manifestent devant un stresseur dans notre épisode numéro 120 « J'aime le stress ». La peur permet au corps de mobiliser toutes ses meilleures ressources pour échapper ou résister à un danger. Elle a donc une réelle utilité. Cependant, la peur ne se limite pas à des réflexes archaïques de survie de l'espèce. Aujourd'hui, nous avons autant peur des araignées que de perdre notre job, de présenter nos travaux à notre équipe ou de déplaire à un groupe auquel nous souhaitons appartenir. Effectivement, notre cerveau ne fait pas la différence entre une menace concrète pour notre survie, comme une météorite qui se dirige droit sur nous, et l'angoisse que crée l'anticipation d'une situation désagréable. La peur déclenche toujours les mêmes mécanismes, l'immobilisme, la fuite ou l'attaque. De plus, les expériences désagréables imprègnent davantage notre mémoire que les moments positifs. C'est pourquoi nos peurs fondamentales et ancestrales sont tellement ancrées qu'elles gouvernent des réactions qui, à force de répétition, deviennent des réflexes dont il est difficile de se défaire. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que notre cerveau contrôle nos prises de décision selon 2 critères, la recherche de plaisir et l'évitement de la souffrance.
Tout se passe au sein d'une structure dans notre cerveau appelée le pallidum ventral. Celui-ci reçoit les signaux lui permettant de se demander si l'action à poser va nous apporter une sensation positive de plaisir ou si elle va nous permettre d'éviter un inconfort, un danger ou une source d'émotions négatives. C'est ce circuit de motivation dit négative qui est à l'origine de nos stratégies d'évitement de nos peurs. Cet évitement de nos peurs est une stratégie dont l'objectif est d'éloigner tout contact avec toutes les expériences désagréables qui génèrent des pensées, des émotions ou des sensations physiquement inconfortables. Il peut s'agir de comportements concrets. Par exemple, depuis que j'ai vu Les Dents de la Mer, j'ai une trouille bleue qu'un grand requin blanc affamé vienne se promener près des côtes bretonnes. Aussi, tous les étés, j'évite la plage et les multiples propositions de baignade. J'évite ainsi d'avoir à expliquer, à justifier ce que je sais être une phobie irrationnelle et, faut le dire, un peu ridicule. Cependant, nos réflexes d'évitement peuvent être parfois beaucoup plus subtils. Par exemple, j'ai très envie d'être une bonne mère, disponible pour tout le monde. Cependant, j'ai besoin, et je dois le reconnaître, d'avoir des moments de solitude, de calme et de prendre un peu de distance. Il arrive aussi que je sois sur un sujet passionnant au boulot et que j'ai envie d'y passer tout mon temps. Dans ces instants, je suis envahie par une grande vague de culpabilité et je me sens profondément mal. Cette culpabilité de ne pas être suffisamment avec mes enfants me terrorise. Aussi, je mets tout en œuvre pour l'éviter. Je surinvestis la relation avec mes enfants. Je suis dans l'abnégation permanente. Je suis disponible pour tous à chaque instant. Je suis la variable d'ajustement de la maison. Je refuse les invitations à des verres avec des amis et je fais de plus en plus de télétravail. J'absorbe progressivement une part de plus en plus importante de la charge mentale et inconsciemment, je développe des mécanismes qui me protègent contre ma potentielle culpabilité. Cependant, nous sentons bien combien cette stratégie repose sur une négation de ses propres besoins. Et ma manière de réagir a aussi le défaut de contourner le problème à la source de l'inconfort, ce qui m'empêche de le comprendre et de chercher des solutions à la base de ce problème. J'imagine que cet exemple parle à bon nombre de mères de famille qui nous écoutent. Cette stratégie d'évitement est aussi beaucoup empruntée par les enfants, parce que souvent les enfants manquent de recul émotionnel. Par exemple, un enfant qui a reçu une mauvaise note va accuser la maîtresse de le sanctionner pour autre chose ou de ne pas l'apprécier. Cette excuse lui permet de ne pas trop se faire gronder à la maison, mais c'est aussi probablement parce qu'il est plus confortable pour lui de blâmer quelqu'un d'autre que de faire face à ses propres difficultés scolaires et à ses sentiments d'échec. Nous parlons des enfants, mais ça s'applique souvent à des adultes. Un autre exemple typique est un enfant qui a du mal à socialiser avec ses camarades et qui préfère se présenter comme solitaire. Je préfère jouer seul. C'est effectivement plus facile à reconnaître que de creuser pourquoi cet enfant a tant de difficultés à se faire des amis. Ce n'est pas seulement une justification auprès des adultes, mais c'est aussi l'histoire que l'enfant se raconte à lui-même. Ces exemples mettent en lumière le risque lié à ces stratégies d'adaptation à nos peurs par évitement. Au début, effectivement, l'évitement va nous permettre de ressentir un soulagement temporaire. Et cette approche paraît éloigner la source d'angoisse de façon efficace. Et pourtant, premièrement, l'évitement augmente l'emprise de notre peur. À force d'ajuster nos comportements, nous nous sentons capables d'éviter notre peur, mais nous nous ressentons aussi proportionnellement incapables de l'affronter. Cela va renforcer notre appréhension. L'araignée que je ne suis jamais allée voir en face dans mon grenier continue de grossir, et je me sens de moins en moins prête à la regarder en face. Deuxième conséquence de l'évitement de la peur, c'est que tout est un éternel recommencement. Et oui, tant que les sources de notre peur ou les besoins qui s'y rattachent ne sont pas satisfaits, la peur reviendra inévitablement. Et dans ce cas, le véritable enjeu est à chercher.
Le risque de l'évitement est aussi que c'est une stratégie réactive qui me donne l'illusion de reprendre le contrôle de la situation, alors qu'en fait c'est tout le contraire qui se produit, puisque je laisse en fait implicitement la peur prendre encore plus de place et gouverner mes actions. Enfin, l'évitement est une stratégie limitante qui réduit le champ des possibles, et ça bride ma liberté d'action pour m'éviter toute émotion négative. L'évitement agit donc comme un amplificateur de malaise qui vient en plus nourrir les croyances limitantes, du genre « je ne suis pas capable de faire une présentation en public » ou « je ne suis pas capable de nager là où je n'ai pas pied ». Je vous renvoie pour ça à notre podcast numéro 29 « Je dépasse mes croyances ». Des études ont même démontré que les personnes qui fuient le plus leur peur ou qui mettent un couvercle sur leurs émotions pour éviter de les ressentir ont une plus forte propension à la dépression. Allez, je change de regard. Alors, comment faire pour vivre avec ses peurs ? Première piste. Je voudrais d'abord vous parler de quelque chose qui peut paraître assez contre-intuitif. Pour limiter l'emprise de la peur, en fait, le mieux, c'est de l'accueillir. Notre société met beaucoup de barrières aux émotions. Elles sont en général assez mal vues. Et il est plus toléré de ne pas faire de vagues et de rester d'humeur égale. Pourtant, les émotions, quelles qu'elles soient, ont leurs utilités. Elles sont un signal qui nous dit quelque chose. Leur prêter attention et les laisser nous envahir est une bonne approche pour comprendre ce qui se cache derrière nos émotions et ce que notre corps essaye de nous dire. J'aime souvent comparer les émotions à une voiture. Vous êtes au volant, tout se passe bien, puis tout d'un coup, un voyant rouge s'allume. C'est une émotion. Que se passe-t-il ? Que faites-vous ? Si vous n'y prêtez pas attention, la voiture, oui, va pouvoir continuer à avancer. Cependant, vous prenez le risque qu'un autre voyant s'allume lui aussi. Et si vous utilisez toujours la même stratégie et que vous l'ignorez, le risque, c'est que, à un moment, tous les voyants s'allument et alors la voiture cesse de fonctionner. Et dans ce cas, comprendre l'origine de la panne, c'est assez compliqué. Alors nous pourrions, comme pour les voyants qui s'allument dans la voiture, faire la même chose avec nos émotions, c'est y prêter attention. En effet, le bien-être durable passe par l'écoute de soi-même et de ses émotions. De nombreuses études ont démontré qu'être connecté avec ses émotions, les accepter, était directement corrélé à de meilleurs résultats thérapeutiques. Par exemple, lorsque je n'ose pas accepter une promotion, qu'est-ce que cette peur dit de moi ? Que je ne me sens pas capable d'assurer le poste au-dessus ? Que je n'ai pas envie d'avoir davantage de responsabilités ? Que j'ai peur des conséquences sur ma charge de travail ou de mon équilibre vie pro-vie perso ? Que je suis tannée, que j'en ai marre de l'entreprise pour laquelle je travaille ? Accueillir ces émotions, accueillir tous ces questionnements, c'est pas toujours très confortable. Et ça implique de se poser des questions désagréables. Cependant, les bénéfices sont profonds et durables. Pour cela, développez un dialogue authentique avec vous-même et arrêtez de vous auto-juger. Plusieurs épisodes peuvent vous y aider, comme l'épisode 39 « Je pratique l'autocompassion », le 110 « J'apprivoise mon ombre » ou encore le 103 « Je prends le temps de l'introspection ». Deuxième piste. Nous pouvons développer notre confiance en nous, mais pas de n'importe quelle manière. Dans un article paru en 1952, Bernice Milburn-Moore démontre, et je la cite, « La confiance en soi sans la compétence est tout aussi inutile que la compétence sans la confiance en soi ». Dans cette publication destinée aux enseignants américains, cette femme nous rappelle que l'estime de soi s'appuie sur la confiance dans ses propres capacités et dans les compétences que nous développons tout au long de notre vie. Elle nous rappelle aussi que les compétences non mises en pratique se perdent avec le temps. Si chacun naît avec des bagages de talents particuliers, la connaissance, la curiosité et l'apprentissage sont à la portée de tout le monde. Pour développer de nouvelles compétences et se libérer de nos peurs limitantes, nous pouvons appliquer les étapes suivantes. Apprendre, puis mettre en pratique, observer les résultats, se sentir progressivement plus confiant et ainsi de suite. Que la mise en pratique soit un succès ou un échec, nous nous nourrissons des fruits de nos apprentissages,
nous mûrissons et surtout nous reprenons partiellement le contrôle de la situation de façon constructive. La fuite est une stratégie qui apporte un soulagement rapide, mais de court terme et fragile, tandis que l'amélioration de nos compétences et de notre confiance en nous sont durables et nous influencent positivement en profondeur. Je crois que décidément, le meilleur moyen d'accroître ses peurs est bien l'immobilisme. Troisième piste, vous pouvez essayer de changer votre regard sur les événements. Il y a des choses qui sont en votre contrôle et d'autres non. Lâchez prise sur ce qui vous échappe met de la légèreté à l'événement et diminue la culpabilité. Effectivement, lorsqu'une présentation ne se passe pas comme vous vous y attendiez, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Ne sautez pas directement à la conclusion que vous avez échoué et que vous ne valez rien. Parce que tout ça, ça va nourrir votre appréhension devant ce type d'exercice. En général, devant un événement qui ne se passe pas comme prévu, il y a souvent, vous bien sûr, mais aussi d'autres facteurs à prendre en compte. Par exemple, un mauvais timing, votre collègue ou votre boss sont préoccupés par d'autres sujets, votre sponsor est absent ou bien tout simplement l'idée est excellente, cependant elle mérite encore un peu d'effort d'analyse. Bref, une présentation ratée est souvent due à de nombreuses circonstances. Je vous renvoie là-dessus sur notre bulle de bonheur numéro 21 sur le lâcher-prise pour avoir de nombreuses pistes concrètes. Dernière piste pour que vos peurs deviennent vos amis, c'est comme je le disais, c'est de les affronter. Cependant, je vous déconseille de sauter directement dans le grand bain d'un coup. Au contraire, nous revenons à notre approche par petits pas, notre politique des petits pas que vous entendez si souvent. Concentrez-vous sur un aspect ou une mise en situation en particulier. Par exemple, je suis terrorisée à l'idée de me retrouver seule dans un endroit pour socialiser comme un bar, un after-work ou un cocktail. La seule idée de passer même seulement quelques minutes seule au milieu de gens qui se retrouvent me donne des palpitations. Du coup, je suis extrêmement mal à l'aise dans ce genre d'environnement. Et si jamais quelqu'un que je ne connais pas vient me parler, c'est comme une prophétie autoréalisatrice. Je n'ose rien dire, les questions se bloquent dans ma gorge, je sens que je renvoie une image d'une banalité affligeante. Dans ce cas précis, pourquoi ne pas commencer par apprendre à me présenter de façon un peu amusante ou percutante et à avoir des interactions courtes et chaleureuses avec mes collègues à la machine à café, dans l'ascenseur ou bien en introduction dans une réunion. Contrairement aux idées reçues, ce genre d'aptitudes s'apprennent aussi en y allant progressivement. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller à l'encontre de sa propre nature, mais simplement d'apprendre à dompter ses peurs si, surtout, vous sentez qu'elles vous limitent. Vous pouvez aussi, pour vous aider, réécouter notre bulle de bonheur numéro 87, J'ose. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. La peur est une émotion universelle. Même les plus courageux ont peur de quelque chose. 2. La peur est un signal fondamental qui renvoie à notre personnalité et à nos besoins. 3. Les stratégies d'évitement sont une source de soulagement sur le moment, mais augmentent l'emprise de nos peurs et créent des croyances limitantes. 4. Prendre confiance en soi, circonscrire son champ de responsabilité réel et oser progressivement prendre quelques risques mesurés sont autant de pistes pour mieux vivre avec nos peurs. À vous de jouer, chers auditeurs. Une carte de 2 minutes ensemble vous propose de suivre le conseil d'Eleanor Roosevelt qui nous sert la petite mousse de la semaine. Faites chaque jour quelque chose qui vous effraie. Lancez-vous un petit défi et observez, notez comment vous vous sentez après. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.